questionnerons Bernard sur son dernier livre et plus par extension son travail en général. Et nous finirons par une mise en situation des solutions qu'il propose, mais dans la lignée de beaucoup d'autres, des solutions qu'il propose et de mettre en œuvre à l'échelle de la société. Nous sommes deux co-animateurs, Daniel ici qui essaye de régler la caméra, et moi-même, Stéphane, que vous avez eu au téléphone. Voilà. S'il y en a qui veulent partir, ils peuvent partir évidemment à tout moment. Vous avez la petite planche, je crois que ça c'est pour la newsletter, c'est ça? Non, c'est non. C'est à vous. Ah ouais. Vous occupez pas de. C'est exactement la même. Une petite, un truc pour écrire avec votre coordonnée par mail si vous voulez recevoir ce qui se fait au bonjour. La petite enveloppe pour donner ce que vous voulez au bonjour, elle sera là-bas. Daniel vous la montre. Et nous allons commencer tout de suite. Merci. Je rajoute un mot, parce que bon, je viens de compter, on est 75. Record du bonjour battu, il était avant de 50 personnes. C'était lors du 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Et donc, record battu ce soir. Merci à tout le monde d'être là. Il faut parler plus fort, c'est ça? Il faut remonter le son. Tout le monde entend dehors? Avec le vent bof? On peut aussi sortir le haut-parleur, hein? Allez, ouais. Ouais, je voulais dire que du coup là ce soir sur la scène, bon, bien sûr il y a Bernard puisque nous l'avons invité, il y a aussi Stéphane et moi qui avons décidé de co-animer cette soirée, mais elle n'aurait pas pu avoir lieu si elle n'avait pas le travail d'autres bénévoles qui sont présents et sont tout présentes ce soir dans la salle. Donc merci à Marie de réalimenter le point grignotage et de nous avoir soutenus toute la journée pour que tout se passe bien ce soir. Merci Sarah d'avoir imprimé des affiches et fait des tournées d'affichage en guide pour que ça puisse se savoir. Merci à Isabella qui n'est pas là ce soir mais qui gère nos réseaux sociaux et donc qui a également fait en sorte que ça puisse se savoir. Merci à Julien qui gère les comptes, il n'est pas là, qui gère les comptes. Et donc il va compter simplement tout ce qui sera levé qui permettra de financer notre loyer. Et le stand de livres. Le stand de livres, merci à Sixtine effectivement qui est dehors et qui nous fait un coup de main pour tenir le stand de livres. On n'a pas retenu un mot sur le stand de livres. Peut-être tu retiens un mot à la fin. Ok. Donc à la fin, quand on prévoit de terminer vers 22h30, 22h45, un truc comme ça. Voilà, si vous voulez rester encore après, vous êtes les bienvenus pour rester, on pourra continuer à boire un coup, et il y aura les bouquins, etc. Et il y aura Bernard s'il est d'accord pour discuter. Qu'est-ce que je veux dire pour redémarrer? C'est parti devant, on entend? Allez, super, merci à tout le monde d'être là, merci d'accepter des conditions tout terrain. Et donc on a une caméra qui filme là, qui va nous permettre de garder une trace de ce qui se vivra ce soir. Et on espère que ça sera de suffisamment bonne qualité pour qu'on puisse la mettre sur les réseaux sociaux. Image. Allez, on s'est dit pour démarrer, plutôt que de faire un truc... Attends, tu veux dire un mot peut-être, Bernard? Non, tu dis rien pour l'instant? Voilà, on s'est dit qu'on voulait aussi proposer à Bernard une expérience un peu différente de ce qu'il peut peut-être avoir l'habitude de dire ailleurs. Et histoire de se mettre ensemble dans le bain, on avait commencé par une sorte de petit jeu qui serait de partir d'une image. Et donc, on va la construire cette image et vous allez comprendre au fur et à mesure à quoi ça sert. Donc, je vais proposer, Bernard, si tu veux bien, de décaler un peu sur le côté. On va décaler les chaises. Et il va me falloir 4 volontaires. 4 volontaires, bon, s'il y a des personnes devant qui sont volontaires, c'est plus simple. Des personnes volontaires qui sont d'accord du coup pour être dans une image qui serait un peu théâtralisée. Mais il n'y a pas de jeu de théâtre, hein, c'est juste on représente une image. 1, 2, 3, et si on... Non, c'est pas une femme, ouais. Une femme. Attends.
Allez, quatrième personne. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre la chaise aussi. Donc, c'est un petit jeu, un exercice qui est issu d'une technique qui s'appelle le théâtre de l'opprimé, si vous connaissez. Si vous connaissez. Et donc, on va mettre on va monter une image et vous allez voir ce qu'elle représente pour vous. Je vais avoir besoin d'une personne qui est en situation pas très agréable dans la scène et 3 personnes qui sont plus en position de force dans la scène. C'est une personne qui est le préfère. Plus petit. Une personne qui est d'accord pour être opprimée. Le petit va taper les autres. Allez, n'importe quoi. Je vais bien t'opprimer. Je vais opprimé, je suis opprimé au milieu. Comment opprimé? Juste les gars, pour l'instant, tu veux. Ah, ok. Il y a, donc, toi, tu vas lui mettre. Je le vois comme ça devant la bouche. Il y a doigt dans le nez. C'est bon, c'est bon, tu peux. Et regardez plutôt vers là-bas, avec un air. Non, plutôt malicieux. Un air plutôt malicieux. Pas de théâtre. Non, c'est théâtralisé. C'est pas du théâtre, mais c'est l'air. Il faut que je sois très malicieux. Et toi, tu peux faire voir ce que ton personnage a envie de vivre avec ça. Toi, tu vas te mettre plutôt un poil en arrière et avec tes 2 mains, tu vas lui appuyer sur la tête vers le bas. Ouais. Donc toi, du coup, tu vas fléchir tes jambes, comme ça. Ok. C'est pas bien passé, ça aurait Tu fais les squats en même temps. Alors toi, tu vas mettre la main en tête. Vas-y. Donc toi, tu vas mettre un portefeuille. C'est ça. Tu mets la main comme si tu lui piquais quelque chose. Je peux tirer un peu comme ça. Et tu vas regarder le public comme ça. Comme si tu leur demandais de rien dire. Je vais regarder moi si ça marche. Une heure de pause. Donc toi derrière, toi t'es juste dans la colère, l'énergie de la colère. Toi tu peux garder cette main. On va être plus en derrière et c'est là tu appuies fort. Bah ouais, vous en faites pas que Ça va arriver. C'est l'image. Ok, alors ça permet aussi d'introduire la soirée en disant que, en fait, nous, si on fait cette soirée, c'est parce que pour nous, il y a des choses dans le monde du travail avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et cette image, elle a pour vocation à nous montrer des choses avec lesquelles nous, on n'est pas d'accord dans le monde du travail. Donc, avant de décrypter ce qui pourrait se présenter dedans, on vous propose de répondre à la question, vous, à quoi ça vous fait penser? Et donc, pour dire ça, ça ne va pas être sorti nulle part, ça va être sorti de nos expériences personnelles, parce que tous et toutes, on a un lien avec le monde du travail. On a tous travaillé un jour ou pas pu travailler, etc., etc. Et donc là, la question, c'est que les personnes, vous allez pouvoir dire à la volée, ça me rappelle le jour où quelque chose que vous avez vécu, ou un jour où vous avez été témoin de quelque chose. À quoi cette image vous fait penser? Bien sûr, dans cette histoire, nous sommes solidaires de cette personne. Ça fait un moment que la révolte arrive, je vous le dis. Donc, la question, la proposition, c'est que vous disiez, ça me rappelle le jour où vous pouvez avoir de l'empathie ou de la reliance avec la posture de ce personnage-là. C'est passé le micro. Ça me rappelle le jour où et vous dites quelque chose. Des prises de parole courtes. Ça me rappelle le jour où en mairie, service social, une personne vient réclamer peut-être ses 200 € parce qu'elle a besoin d'aide. On ne peut pas lui donner, alors elle pleure, elle crie et on la bâillonne. Carrément, 3 personnes du service social bâillonnent cette personne pour pas qu'elle crie. Et j'étais là. Tu as bien compris, c'est exactement ça. Des petits témoignages comme ça de ce à quoi ça vous fait penser. Il ne faut pas lui faire un bisou. On parlait dans le micro. Ça me rappelle le jour où. Ça me rappelle le jour où, dans une entreprise, un de mes collègues s'est fait virer suite à une espèce de machination organisée par d'autres cadres. Et il n'a pas pu se défendre et il a été licencié. Ça me rappelle toutes les fois où on m'a dit vous n'êtes pas payé pour réfléchir. Ça me rappelle le jour où. Dehors, il y a des gens dehors qui. Ça rappelle. Vous arrivez à voir à peu près l'image? Ça vous rappelle quelque chose dehors? Quelqu'un veut dire? Ça me rappelle le jour où j'ai eu un entretien annuel
après avoir changé de métier, où j'adorais ce que je faisais, où mon directeur régional m'annonçait que j'avais rien à faire là. Ça me rappelle le jour où, après 6 mois de non... En fait, on m'avait promis une augmentation et j'avais dit ok, c'est une jeune entreprise, laisse-moi travailler encore 6 mois au tarif où je suis. Et puis dans 6 mois, tu m'augmentes parce que la boîte vient de... Donc ça me rappelle le jour où j'ai dû dire à mon chef, tu auras mon énergie quand j'aurai pas de thune pour pouvoir avoir une augmentation. Je l'ai lu. Faites passer, ça sera plus rapide vers là-bas. Vers là-bas, vers l'ordinateur. C'est tout l'oppresseur. Moi, ça me rappelle tous les jours où on entend notre gouvernement nous annoncer des choses et que ce soit toujours les mêmes qui subissent. Et les ultra-riches, évidemment, qui sont toujours avec eux. Ça me rappelle tous les jours où, sous prétexte que des gens ont des qualifications et des compétences, on les laisse se comporter comme des salauds, parce que ce serait trop grave pour l'entreprise de faire des qualifications en question. Moi, ça me rappelle une fois où je travaillais dans une menuiserie, j'étais jeune étudiant, et entre midi et deux, il fallait se débrouiller avec des planches pour faire des chaises pour manger. Puis un jour, j'ai eu le malheur de leur dire pourquoi est-ce qu'on fabrique des chaises? Pourquoi on ne donne pas au patron des chaises pour s'asseoir pour manger? Et puis ils ont fait des communistes, ils m'ont dit que c'était n'importe quoi. Voilà. Une petite dernière. Dehors, est-ce qu'il y a une petite dernière, un petit partage encore? Ça vous rappelle le jour où? Ah, ici? Ah, là-bas? Ça me rappelle qu'un jour, du contingent faisait une marche forcée pour son service militaire et qui réclamait de l'eau. On lui donnait pas d'eau et il demandait une incinération. La fin. Il est décédé. Ah oui. Moi, ça me rappelle Pascal Pro, là, celui qui est au primaire et qui a la pression du wokisme derrière lui, et le silence du CSA là-bas, et qui tout l'URSSAF lui fait les poches, quoi. Ah, Pascal Pro, il en peut plus. Merci pour vos témoignages. Ce petit moment, il a aussi pour vocation à ce qu'on se rende compte. Ça va l'oppressé, pardon? C'est bon, ils ont arrêté de m'oppresser. Ouais, c'est oppressé, mais c'est pas fini encore. Ah merde. Maintenant on change, on fait la révolution, c'est bon. Normalement, c'est ça, mais on va faire bouger. Ok. Donc ce petit moment, c'est aussi pour qu'on se rende compte qu'en fait, on vit des choses qui peuvent être similaires dans nos quotidiens et du coup, on a intérêt en fait à faire des soirées comme maintenant pour discuter, se former, comprendre mieux le monde tel qu'il fonctionne et ce qu'on pourrait mettre en place. Parce que en fait, cette image, même si tout le monde n'a pas pris la parole, c'est probable qu'elle ait parlé à tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Et donc maintenant, on a juste envie, avec Stéphane, pour finir ce petit exercice, de vous proposer d'essayer de voir chacune des personnes qui oppressent, quel rôle en fait elle pourrait représenter dans la société. Il n'y a pas de bonnes réponses, il y a plein de bonnes réponses. Mais juste essayer de voir. Ouais, remettez-y où. Mais une jambe devant, une jambe devant. Vas-y, il y a bonne technologie. Ouais, mais là, déjà, tu acceptes l'oppression, mais tu vois, c'est la social-démocratie. Okay. Donc l'opprimé a envie de trouver des stratégies pour, oui, pour aller un peu souffrir, mais en même temps. Ça dépend de toi. Hein. Ok, donc dans ce personnage qui réduit au silence et qui en plus est content de le faire, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça peut représenter dans la société pour vous? Qu'est-ce que ça peut représenter pour vous? Un cadre. Un cadre. Les médias. Alors on va prendre juste 2-3 relais, c'est un truc rapide. Hein. Les collègues. Les collègues. Les femmes. Pourquoi les femmes? Je sais pas. Pourquoi les femmes? Ah oui, Ah non, c'est pas là, on demande à ce personnage. Ouais, voilà. Ouais. Alors les hommes. Ok, ce personnage-là qui est derrière, qui appuie, qui met de la pression vers le bas, qui contraint, qui empêche la liberté, qu'est-ce que ça pourrait représenter dans la société? Les patrons. Les chefs haillons, les patrons. Les managers.
les managers, La ministre de l'Intérieur. le ministre de l'Intérieur, La police, Les charges financières. les charges financières, la police, Les politiques au pouvoir. les politiques au pouvoir, objectifs de timing. les objectifs de timing. Ok. Et ce personnage-là, donc, qui est en train de faire les poches de notre opprimé, et qui demande en plus aux gens qui le voient de se taire et d'être complices de ce qu'il est en train de faire, qui est-ce que ça pourrait représenter dans le... Macron. François Bayrou. Les GAFAM, la justice, les actionnaires, Bolloré. les capitales, Bolloré. Ok, donc ce sont 3 styles d'oppression que nous pouvons vivre ou rencontrer dans le monde du travail et qu'on voulait mettre en prélude pour se faire un peu aussi une sorte de brise-glace, c'est-à-dire que maintenant, on était déjà connectés avec ce quand même proche, mais on est un peu plus connectés encore. Donc merci aux personnes qui sont là, les oppresseurs, les oppresseurs. Je n'en dirai pas. Est-ce qu'on propose à Bernard un petit commentaire sur tout ça ou on part directement sur la fin? On a que 5 minutes. Est-ce que Bernard, c'est sur le petit jeu, t'inspire quelque chose que tu veux partager en 1 ou 2 minutes ou est-ce qu'on passe directement à la prochaine partie? Disons que en sociologie du travail ou en économie du travail, Je pense qu'il faut vraiment que tu la je suis chercheur sur les questions du travail depuis maintenant les années 70, depuis 74-75. Il y a 2 types de métiers. Il y a ceux qui s'intéressent au statut du travailleur surtout, et ceux qui s'intéressent à l'acte de travail. Et donc, j'ai peu de choses à dire sur l'acte de travail, parce que j'ai travaillé sur le statut du travailleur, et ce qui, moi, m'intéresse dans le statut du travailleur, c'est les conquis, hein. C'est pas tellement l'écrasement, même si c'est une réalité, bien sûr. Mais toute mon obsession, c'est de sortir d'un discours de victimisation qui souvent n'aide pas à l'action. Ok, merci. Je me rends compte qu'on n'a pas fait de présentation, mais c'est tout à fait bon, c'est ça? C'est le moment. Je passe la main à Stéphane. Ok. Donc je vous présente Bernard Friot pour ceux qui ne le connaissent pas. Bernard Friot, je vais parler, tu me corriges si je me trompe. Bernard Friot est... c'est fort. Hein. C'est trop fort, mince. Ouais, on va devoir switcher. Alors je parle. Quand tu parles un peu plus loin du micro. Ouais, là on n'entend plus rien ici. Ok. Bernard Friot était professeur de sociologie, économie peut-être un peu. J'ai une formation d'économiste, mais j'ai été économiste pendant 30 ans, puis sociologue pendant 10, si on prend ma carrière professionnelle. Ça marche, merci. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages, il commence à être assez connu à ce titre pour les ouvrages qu'il a écrits. En témoigne l'influence de ce soir. Son fait le plus connu pourrait être le salaire à vie, il est souvent présenté comme ça. Alors peut-être on verra que c'est un peu réducteur, mais il est présenté comme le théoricien du salaire à vie, et ça lui vaut souvent des pics, y compris de son côté, de son bord politique, et n'en parlons pas du côté opposé. Donc on va commencer juste par un petit jeu avec Bernard. Nous lui avons proposé de définir, avant que nous commencions à parler, il faut s'entendre sur le sens qu'on donne aux mots. Donc nous lui avons proposé de définir des mots
en 2 minutes. Donc il y a Daniel qui va faire le chrono si c'est possible. Et il va devoir définir une série de 7 mots en 2 minutes. 2 minutes par mot, on est d'accord. Et au gong, Bernard, au gong, tu n'auras plus la parole. Sur ce mot-là. On fait entrer la vachette. Et donc, 2 minutes par mot, et on va commencer avec... Définition et un exemple potentiellement qu'il y a dedans. Effectivement, définition et un exemple pour illustrer le propos. Donc on va commencer avec le mot capitalisme. Le capitalisme ne se contente pas de faire la poche du travailleur, ce qu'on appelle l'exploitation. La classe dans toute société de classe, la classe dirigeante tire ses ressources de l'exploitation du travail d'autrui. Mais ce que Marx montre, c'est que ce qui définit le capitalisme, c'est pas l'exploitation. La féodalité aussi exploite, etc. Ce qui définit le capitalisme, c'est l'aliénation du travail. Parce que la recherche de la production de valeur pour la valeur, pour accumuler du capital, suppose une dépossession du travail par les travailleurs eux-mêmes. Suppose que, et avec l'intelligence artificielle c'est encore aggravé, suppose que tous les affects même, avec l'IA, tous les affects du travailleur soient instrumentés au service d'un travail que fondamentalement il n'a pas choisi. Merci. Pardon. Moins fort. Je suis très en dessous de 2 minutes. Oui. C'est exemple. Peut-être que le mot aliénation, et peut-être pas tout le monde le connaît. Le mot aliénation, c'est le fait que le travail n'est pas décidé par les intéressés, y compris lorsque l'on aime son travail, fondamentalement on n'en est pas décideur. Et parce qu'il s'inscrit dans des chaînes de valeur internationales, il s'inscrit dans des logiques qui nous dépassent, et lorsque même, c'est la différence entre le féodalisme et le capitalisme, le seigneur... Waouh. Bravo pour l'arrêt. Le deuxième mot, communisme. Le communisme, c'est précisément le fait d'assumer la sortie de l'aliénation du travail. En ce sens, le communisme s'oppose totalement au socialisme. Le socialisme n'est pas du tout un chemin vers le communisme, c'est un adversaire du communisme. Parce que le socialisme, à moins que ce soit un mot qu'il faille le définisse après, socialisme, le socialisme, c'est par en haut, c'est après une victoire électorale, un bon État, faire une bonne politique, et puis là où il y avait du marché, on mettra de la planification, là où il y avait l'entreprise privée, on mettra des entreprises publiques, là où il y avait du chômage, on mettra du plein emploi, là où il y avait du crédit privé, il y aura du crédit public, enfin vous voyez, là je fais tout le programme de la gauche, et là, nous ne sortons pas du tout de l'aliénation du travail. C'est toujours des sachants, c'est un parti d'avant-garde, c'est je ne sais trop quel compétent qui va continuer à décider du travail à la place des intéressés. Le communisme, c'est lorsque les intéressés décident du travail. C'est ça le cœur du communisme. C'est la grande découverte de Marx. Le lieu du pouvoir, c'est pas du tout la sphère politique, le lieu du pouvoir, c'est sortir du despotisme de fabrique. Merci. Ensuite, troisième, travail capitaliste versus travail communiste. Oui, c'est important effectivement de qualifier des mots qu'en général on traite dans l'absolu. Le travail, la valeur, la monnaie, etc. Et avec la tentation finalement de faire du travail, de la valeur et de la monnaie des institutions du capitalisme. Et que c'est la suppression du travail, de la valeur, de la monnaie qui nous permettrait de sortir du capitalisme.
ce que moi j'ai retenu de Marx, c'est que le capitalisme, ce qui le définit, j'ai parlé du mot aliénation bien sûr, c'est contradiction. Ce n'est pas domination, c'est pas reproduction, tous des termes qui souvent sont utilisés pour définir le capitalisme, qui sont très présents chez Bourdieu par exemple, pour prendre des sociologues très connus. Chez Marx, le mot central c'est contradiction. Et il y a une classe révolutionnaire qui est en capacité d'instituer dans le capitalisme même des alternatives au capitalisme. Par exemple, la mise en place de la sécurité sociale du soin dans les années 60 s'est fait dans une logique totalement non capitaliste. C'est pour ça qu'elle est évidemment extrêmement mise en cause depuis sa naissance, pour prendre cet exemple-là. Donc l'enjeu du travail communiste, c'est d'assumer la souveraineté sur le travail en conquérant des statuts qui permettent de le faire. Mais malheureusement, l'idéal socialiste de toute la gauche fait que les statuts conquis, par exemple le salaire à la qualification personnelle, qui est le mien, ne sont pas utilisés pour changer le travail. C'est bien ça le drame. Merci. Mot supplémentaire en face de sa version communiste. Alors là, c'est tout l'objet de mon travail depuis 50 ans, un peu plus, 74, ça fait combien de temps ça, je suis sur le coup. Non, d'accord. Le salaire capitaliste, c'est du paiement à l'acte. Hein. La forme canonique du salaire dans le capitalisme, c'est le travail indépendant, c'est le revenu du travail indépendant. Ça, c'est la forme canonique qui inscrit le travail dans la fiction de l'égalité des parties du droit commercial. Inscrire le travail dans le droit commercial, ce qui nie et l'exploitation et l'aliénation fictivement. Puisque s'il y a contrat, ben, ma foi, il y a égalité des parties. Et toute l'ambition de la CGT, quand elle se construit, à la fin des années, à la fin du XIXe siècle, c'est d'inscrire le travail dans un droit spécifique. Vous avez d'ailleurs un bouquin de Claude Idry sur la table de presse, je vous le recommande vivement, L'Institution du travail, qui est d'inscrire le travail dans un tout autre rapport que le droit commercial, en obligeant les capitalistes à devenir employeurs, ce qu'ils ne veulent jamais être. Un capital. Je ne parle pas des capitalistes dominés, les petits employeurs, etc. Mais le cœur du capitalisme se met en valeur en changeant en permanence son lieu de valorisation. S'il s'emmerde à gérer une production donnée sur un territoire donné avec un collectif de travail, il ne peut pas mettre en valeur correctement son capital. Donc un capitaliste ne veut jamais être employeur. Le gros conquis de 1910, c'est l'obligation pour les donneurs d'ordre de devenir employeurs. Et c'est à partir de cette obligation-là que tous les conquis sur le salaire vont faire passer le salaire du paiement à l'acte, qui est le propre du salaire du travailleur indépendant, au salaire que j'ai connu moi, après 13 ans de contractuel, j'ai été titularisé, le salaire comme attribut de la personne. Ça, c'est un conquis tout à fait considérable. On y reviendra bien sûr. Avant-dernier, État, capitaliste versus communiste peut-être? Oui, je pense qu'il est pareil, c'est comme pour la monnaie, c'est comme pour la valeur, etc., le marché. Il faut mettre un mot, hein, c'est le bouquin avec Lordon, dans lequel on a insisté sur ce point, le bouquin qui s'appelle Entraves, conversation sur les communistes, je ne sais pas s'il est là, mais non. Mais vous avez d'excellents bouquins avec Vasseur, etc., bien sûr, à votre disposition, moyennant entre 10 et 15 euros. L'État, chez Marx, n'est pas le cœur du pouvoir. Hein. Ça, c'est la grande déplacement qu'opère Marx par rapport à ses devanciers.
le cœur du pouvoir, c'est le despotisme de fabrique. C'est sur les lieux de travail que se situe le pouvoir. Et c'est d'ailleurs en prenant le pouvoir sur son travail que l'on est en capacité de s'opposer à la bourgeoisie. Et dès lors que le despotisme de fabrique est assuré, la bourgeoisie, au contraire, est très heureuse d'avoir un État démocratique avec une opposition entre capitalistes et socialistes, entre droite et gauche, qui donne l'impression que l'on est en démocratie. Donc la bourgeoisie adore le débat droite-gauche. Ce n'est que vraiment quand elle est en pleine difficulté, et là il faudra qu'on analyse, qu'elle sort son joker fasciste, ce qu'elle fait en ce moment, là c'est clair. Mais il y a une illusion à gauche sur l'État qui est tout à fait considérable, en pensant que l'enjeu c'est de prendre le pouvoir d'État, alors que l'enjeu c'est de prendre le pouvoir sur le travail. Et enfin, cotisation versus impôt. Oui, j'aurais beaucoup insisté là-dessus peut-être il y a quelques années, maintenant je m'en fous un peu, mais si vous voulez, le fait de financer le régime général de sécurité sociale par cotisation, ce qui se met en place en 1946, et non pas par l'impôt, a cette vertu de faire ce qu'on appelle une répartition primaire, d'accord? La cotisation va augmenter le salaire. On n'a pas observé une baisse des salaires directs liée à la hausse du taux de cotisation, pas du tout. La hausse du taux de cotisation a entraîné une baisse du profit. Et d'autre part, l'intérêt de la cotisation par rapport à l'impôt, qui lui relève de la répartition secondaire et non pas de la répartition primaire, de la valeur ajoutée, c'est que l'impôt justifie l'existence du profit. Parce qu'on va le ponctionner pour faire financer les institutions du travail. Donc ça justifie son existence. Heureusement, il y a des gens qu'on peut taxer. Donc, bien sûr que la cotisation est extrêmement supérieure à l'impôt. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que l'on passe à autre chose? Ma foi, ce sera l'occasion de dire, parce que j'arrive au bout de mes 2 minutes, non? Ah, j'ai encore 40 secondes. Si on dit, nous allons, par exemple, restaurer un service public hospitalier, complètement délabré par le recul du taux de cotisation. Le recul du taux de cotisation fait que les hôpitaux sont endettés et que l'endettement met en place des gestionnaires qui se substituent aux soignants et qui décident à leur place, qui remplacent la clinique par des protocoles, etc. Il y a une perte de souveraineté sur le travail qui est énorme actuellement à l'hôpital, depuis que l'hôpital est endetté. Donc, y répondre par une hausse taux de cotisation, c'est pas la bonne réponse, mais j'aurai l'occasion d'en exprimer plus tard. Merci pour l'exercice et bravo. Bravo à vous, vos questions étaient vraiment intéressantes. Vos questions. J'ai envie de tenter juste de prendre la température là, avant de passer. Oui, alors à part qu'il fait 40 degrés dans la salle, juste voilà. L'idée pour nous c'est de créer un moment où c'est pas juste nous qui sommes là à parler sans savoir qu'est-ce que ça fait chez vous, c'est aussi que vous puissiez rester connecté à ce qui se passe. Donc, je vais poser juste 2-3 questions pour un peu. Qui c'est qui écoute Bernard Préau pour la première fois ce soir? Ok, donc on a une bonne moitié, je pense, des personnes. Qui c'est qui estime qu'elle est elle-même une personne engagée, investie, intéressée par la question politique dans sa vie? Ok, un peu plus de la moitié. Et qui c'est pour qui est-ce que tout ce qui vient d'être dit était ultra clair? Ok, donc quand même bon moitié un peu. C'est le début. Et est-ce que quelqu'un a genre besoin de poser une question? On va en prendre qu'une seule, hein, attention. Une question, genre si on la pose pas, je vais pas du tout pouvoir comprendre ce qui se passe après. Ouais. Bonjour, merci d'être là.
C'est juste une question de clarification sur ce qui a été dit jusqu'à présent. Hein. C'est pas, Ouais. Si vous connaissez ces travaux, c'est pas encore maintenant qu'on en parle. C'est juste pour mieux comprendre. Je ne connais pas ces travaux, Super. mais je suis roumaine. J'ai vécu en communisme et aussi dans le capitalisme au Canada. Je suis canadienne aussi. Alors je sais de quoi vous parlez. Et maintenant la question est, est-ce que pensez-vous que ce que Marx a écrit est réalisable ou c'est une utopie? Très bien, on n'avait pas pensé à ça. Le malheur de Marx, Merci. c'est qu'il a été très vite minoritaire dans le mouvement ouvrier. Marx s'est opposé avec Engels, ça on le montre longuement dans le bouquin Le communisme qui vient avec Bernard Vasseur, qui est à votre disposition. Marx et Engels se sont opposés à Lassalle, qui était le penseur de mouvement ouvrier le plus important de l'époque, qui était le mouvement ouvrier allemand. Nous sommes dans les années 1860, 1870, 1850. Et Lassalle analyse le capitalisme comme une structure de domination dont on ne peut sortir que par une prise du pouvoir d'État et l'instauration du socialisme d'État. Et puis après, une étape communiste, éventuellement. Et cette position que Marx et Engels combattent en permanence, en disant c'est dans le capitalisme que se joue le communisme, c'est pas après-demain, pas après la prise du pouvoir d'État, tout ça c'est du crétinisme parlementaire, disent-ils. Ils ne mâchent pas leur mot. Ça va donner la social-démocratie, d'accord, mais ça va donner aussi le stalinisme. Parce que Staline est exactement sur la même position. D'ailleurs, nous sommes en URSS, c'est-à-dire l'Union des républiques socialistes. Et la Bulgarie, comme la Roumanie, étaient des États socialistes, absolument pas communistes. Et avec la même position, prise du pouvoir d'État, socialisme par en haut. Et dans ce socialisme par en haut, encore une fois, le cœur du capitalisme, c'est-à-dire l'aliénation du travail, ne bouge pas du tout. Et donc, c'est pour cela que socialisme et capitalisme sont deux cousins germains, qui malheureusement sont dominants dans le mouvement ouvrier, qu'ils soient social-démocrates ou staliniens. Et aujourd'hui encore, quand vous prenez le programme de la gauche en France, il est socialiste, absolument pas communiste. Si vous prenez le Parti communiste, je suis au Parti communiste depuis 1969, c'est un parti socialiste. Si vous prenez la LFI, c'est un parti socialiste, c'est-à-dire nous allons faire une bonne politique à partir d'un État que nous aurons conquis. Alors justement, c'est ce que Marx conteste totalement comme stratégie politique. Donc Marx a été battu jusqu'à présent dans le mouvement ouvrier, d'où le double échec stalinien et social-démocrate. On ne peut pas tout avoir, rien n'est pas fait. Alors justement, ça tombe bien, puisque ça va bien avec une des questions. Alors je vais l'enchaîner tout de suite. Dans ton livre, tu cites, je ne sais pas si c'est une citation rapportée ou quoi, mais Staline aurait dit qu'il n'y a pas d'îlot de communisme dans le capitalisme. Et je trouve que la question commence là. On fait le constat qu'un monde qui est organisé autour de la recherche de profit ne peut pas inclure dans son fonctionnement la protection de la vie, du vivant, la protection des humains qu'il compose, et pas que des humains. Ce monde qui pousse à l'accumulation infinie ne peut pas penser les limites finies d'une planète dont on voit qu'on arrive un peu à des dépassements. Je crois qu'on n'est pas loin ou on l'a déjà dépassé, le fameux jour du dépassement. Alors à ce constat, il y a la réaction forte, la lutte anticapitaliste, la lutte pour faire tomber le capital. Il y a un autre type de réaction qui serait la sidération. On a beaucoup de gens qui sont solastalgiques ou éco-anxieux, ou voilà, on est dans des processus de sidération réelle. Et puis il y a la fuite dans la marge, que toi tu appelles l'exit.
je ne sais pas si ça vient de toi, mais en tout cas tu le cites beaucoup, tu dis l'exit, sortir et aller se retrouver dans la marge, ça peut être déserté, voilà. On a un panel de réactions qui est un peu de cet ordre-là. Ce qui séduit beaucoup dans le travail de Bernard Friot, dans ton travail, c'est qu'il présente une dialectique. Alors une dialectique, c'est le symbole du yin et du yang. C'est ça une dialectique. Ok. Et il propose une dialectique qui est assez réjouissante, parce que il nous pose non pas comme des victimes d'une situation d'agression, mais plutôt comme des sauveuses, des sauveurs de cette situation. Nous portons en nous les germes et les solutions pour un dépassement d'un système capitaliste qui est déjà à l'œuvre en ce moment. Donc loin de nous appesantir sur le système de domination qui est implacable, qui déroule ses lois, qui nous oppresse, tu nous offres un peu une bouffée d'air en nous indiquant que nous ne sommes pas seuls, que nous nous inscrivons dans une lignée de luttes et de conquis qui sont déjà à l'œuvre à l'heure actuelle, dans des conquis qui sont tous les jours utilisés et tous les jours qui s'exercent dans notre société à l'heure actuelle. Ce que tu proposes, c'est donc de prendre ces conquis, de s'inscrire dans cette lignée. Et moi, j'aimerais juste te poser, pour que ce soit plus clair, la question, quels sont les conquis, quels sont les déjà là communistes dans notre société qui sont à l'heure actuellement? J'ai mis beaucoup de temps pour les débusquer parce que, je suis depuis 69 membre du Parti communiste et que c'est Bernard Vasseur, le co-auteur du bouquin Le communisme qui vient, qui a été secrétaire de Jean Marchais. Et Bernard Vasseur me dit que dans le défi démocratique, tous ceux d'entre vous qui étaient communistes dans les années 70, il y en a, ont vendu le défi démocratique, bien sûr. Il n'y a pas une seule fois, qui est l'ouvrage donc de Georges Marchais, mais enfin pas écrit par lui, il n'y a pas une seule fois le mot communisme. Pas une fois. Nous sommes dans la démocratie avancée. Ce qui s'est conquis de la libération, c'est de la démocratie avancée. Mais c'est pas du communisme. Le communisme, c'est pour après-demain. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire d'îlot. Ça, c'est effectivement, c'est la thèse stalinienne, mais c'est aussi la thèse de Lassalle. On ne peut pas faire d'îlot du communisme dans le capitalisme. C'est pas possible. Et donc moi, j'ai très longtemps adhéré à cette lecture, d'autant que, alors du côté de la science sociale critique, aussi bien économie que sociologie chez les hétérodoxes, disons, ceux qui ne relèvent pas de la pensée dominante, très informés, entre autres par Bourdieu, que je l'ai cité tout à l'heure, vous avez la même position, c'est-à-dire que le capital, prenez le titre de l'ouvrage décisif de Bourdieu, c'est la reproduction. Le capitalisme, ça se reproduit. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. Il y a une seule classe pour soi. Il y a une classe en soi, d'accord, les travailleurs, mais qui n'est pas pour soi, qui n'est pas consciente de ses intérêts et qui n'est pas en capacité de les faire valoir. Il n'y a qu'une seule classe, la classe pour soi, la bourgeoisie, qui sait, elle, de ce qu'elle fait, qu'elle a conscience, etc. En face, il y a des victimes qui, de temps en temps, créent des rapports de force favorables, mais ça reste de courte durée. Donc moi, j'ai très longuement adhéré à ça. Je vous conseille vivement de lire Puissance du salariat, qui est vraiment un ouvrage qui est en poche en plus, donc c'est pas très cher, mais ça c'est vraiment 30 ans de travail assidu sur vraiment tout ce qu'on peut imaginer d'archives, de débats parlementaires, de rapports de l'IGAS, d'articles scientifiques, d'enquêtes statistiques sur l'évolution de la sécurité sociale en France, en gros, jusqu'aux années 90, puisque ce bouquin date de 97-98, dans sa première mouture. Lors de ce travail vraiment de première main, et qui, encore une fois, donne une documentation non dépassée à mon sens, mais mon interprétation, elle est fausse.
Ça rend très modeste d'ailleurs, hein, parce qu'on se rend compte qu'on peut pendant 30 ans faire un travail de première main et puis errer, parce que les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose. Donc si on ne leur pose pas la bonne question, ben, la réponse ne sera pas bonne, hein, c'est évident. Alors, je ne dis pas que tout ce que j'ai écrit dans Puissance du salarié est nul. Encore une fois, la documentation est remarquable et des interprétations sont tout à fait intéressantes. Mais ce qui m'a fait bouger, c'est en 2003-2004. Vous voyez, 2003-2004, c'est la Xième réforme des retraites, d'accord, à l'initiative de comment il s'appelle le Premier ministre de Fillon, je sais plus lequel. Non, c'est pas Juppé en 2003-2004, c'est Fillon est ministre des Affaires sociales et c'est je ne sais plus quoi, enfin bref, l'homme qui trouvait que les pentes étaient rudes. C'était Raffarin, c'est ça, Raffarin. Et donc, là, c'est une réforme qui s'attaque essentiellement à la réforme des fonctionnaires et qui va valoir dans la fonction publique une énorme mobilisation. Une énorme mobilisation, c'est quand on regarde les cortèges des années 2003, c'est dans la fonction publique qu'on trouve les cortèges les plus décidés, etc., etc. Et puis échec. Hein. Et c'est là que je me suis rendu compte que les mots d'ordre étaient faux. Hein. On se battait contre la répartition, contre la capitalisation, je veux dire. En défendant la répartition, on se battait pour la solidarité intergénérationnelle, enfin toute une série de mots d'ordre qui nous ont menés à la défaite successivement en 87, en 94, en 2003, en 2010, en 2019, enfin bon, nous sommes très régulièrement battus. Hein. Il y a eu les cheminots qui ont pu éviter la suppression de leur statut, de régime de retraite, pardon, en 95, mais ce régime a été supprimé dès 2007 par Sarkozy quand il arrive au pouvoir. Donc nous sommes dans la défaite depuis 40 ans, et cette défaite n'amène aucun bilan sur le mot d'ordre. Du coup, quels sont les conquis sur lesquels on doit s'appuyer? Je me suis aperçu, ça commence comme ça, en 2003, je peux être long, c'est vrai, effectivement, ouais. Je peux être bref, mais je peux être long. Je me suis aperçu... Je vais juste préciser quelque chose, c'est vraiment notre intention ce soir, c'est que les gens puissent découvrir dans toutes les grandes images tout le travail que tu fais et que tu recherches. Et donc je peux peut-être t'inviter à aller dans... C'est très intéressant, mais en même temps tu vas très profond sur un sujet, sur un truc très précis que peut-être tout le monde ne saisit pas. Donc peut-être essayer de rester un peu sur l'image générale pour que tout le monde puisse suivre. C'est une proposition. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, hein, c'est que l'obstination syndicale à faire cette intersyndicale avec une manif toutes les 3 semaines qui démobilise progressivement tout le monde, cette obstination à ne pas se poser de questions du tout sur la légitimité du mot d'ordre vient de la conviction qu'il n'y a pas de classe révolutionnaire. Or, et donc on a des avancées démocratiques, mais qu'il n'y a pas de conquis sur lesquels on puisse s'appuyer pour passer, pour sortir du capitalisme. Bon, je m'aperçois que, je m'aperçois vraiment en me disant, mais ça fait 30 ans que je bosse dessus, j'ai lu les documents et j'ai pas vu que ce qui se passe en 46, c'est le contraire de ce qui s'est passé en 45 et de ce qui se passe en 47 en matière de retraite. C'est pour ça que je me bats contre les 80 ans de la Sécu. C'est de la connerie. Hein. En 45, tout existe en matière de sécurité sociale. Vous avez plus de 1000 caisses de Sécu en 45, d'initiatives patronales pour l'essentiel, qui ont été construites à partir des années 1880-1890. Vous avez 70 000 salariés qui, dans ces caisses, gèrent les cotisations et les prestations. La Sécu, elle existe, bien sûr, c'est une création patronale de toute la première moitié du XXe siècle. Ce qui va se passer en 1946, c'est la subversion communiste de la Sécu patronale. Et c'est pour nier cette histoire populaire que l'on a inventé la naissance de la Sécu en 1945. Et c'est affreux. Quand je vois aujourd'hui des organisations de gauche qui célèbrent ce prétendu 80 ans de la Sécu.
Mais bien sûr que non. La Sécu, elle a 100 ans, plus de 100 ans, elle a 120 ans, 150 ans. Mais en 46, certainement pas en 45, il ne se passe rien en 45. En 46, vous avez une subversion communiste. Et cette subversion communiste, c'est de passer de la répartition capitaliste à la répartition communiste. La répartition capitaliste, c'est je socialise le salaire à travers des cotisations. Il n'y a pas de capitalisation, nous sommes en cotisations qui sont transformées en prestations chaque année en permanence, pour que ceux qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont donc pas droit au salaire aient droit au différé de leur cotisation. Le salaire, c'est un attribut de l'emploi. Le salaire renvoie à la subordination. Quelqu'un qui n'est plus subordonné, il n'a pas droit au salaire. Et je m'aperçois que j'étais surpris de l'ampleur du discours en 2003, mais c'était déjà la même chose en 94, en 93 ou en 95, l'ampleur des discours contre la capitalisation, alors que c'est peanuts, c'est 2% des retraites en France, mais c'est pas du tout au programme de nos adversaires, contrairement à ce que nous racontons quand on agite le drapeau rouge de la capitalisation et qu'on défend la répartition. Pas du tout. Pourquoi est-ce que la classe dirigeante ne pratique pas la capitalisation? Parce que ça ne marche nulle part, d'accord? Ça ne marche nulle part. Ça n'a jamais marché, la capitalisation. Le seul pays qui ait une pratique de la capitalisation qui ne soit pas dérisoire, parce que c'est la moitié des pensions de retraite, c'est la Suisse. Enfin, la Suisse, c'est la Suisse, d'accord? Mais dans toute l'Union européenne, la capitalisation, c'est 5%, y compris en étant le Royaume-Uni qui prétendument vraiment pour la capitalisation. Le mot social security a été inventé par un Américain, c'est Roosevelt, qui en 1935, dans le Social Security Act, crée un régime de retraite en répartition, bien sûr. Pourquoi est-ce que la capitalisation... Et la retraite aux USA, elle est en répartition, elle n'est pas du tout en capitalisation. Pourquoi est-ce que ça ne marche jamais, la retraite en capitalisation? Parce que pour que le flux annuel du rendement des cotisations placées, ça va, qui est censé financer les retraites, soit égal au flux des cotisations, il faut attendre 40 ans. C'est pour ça que lorsque, en 1930, est créé un régime de retraite en capitalisation, ce n'est qu'en 70 que le flux du rendement des cotisations placées aurait été identique au flux des cotisations. C'est pour cela qu'en 1941, Vichy supprime la capitalisation, évidemment. Au bout de 11 ans, il n'y a toujours rien. Pour lutter contre la pauvreté de masse pendant la guerre, Vichy supprime la capitalisation. Est-ce que la droite remet la capitalisation au pouvoir ensuite? Pas du tout. Qu'est-ce qu'ils font en 1947, lorsque les communistes, en 1946, ont supprimé tout lien entre cotisation et prestation? Le geste de Croizat, c'est de supprimer tout lien entre cotisation et prestation en matière de pension. En aucun cas, la pension n'est fonction des cotisations. La fonction, qu'est-ce que fait Croizat? Il copie le régime des fonctionnaires et il fait de la pension la poursuite d'un salaire de référence. Celui des 10 dernières années, mais pour lui, ça devait être progressivement celui des 6 meilleurs mois, bien sûr, comme dans la fonction publique. Aucun compte n'est tenu des cotisations, y compris aujourd'hui encore. Aucun compte n'est tenu des cotisations dans le calcul de la pension. C'est un salaire de référence qui en décide. Et ce que va faire le patronat en 1947 lorsqu'il crée la GIRC, qui est la riposte patronale à l'initiative communiste de suppression du lien entre cotisation et prestation, c'est j'ai cotisé, j'ai droit, bien sûr. C'est par mes cotisations de carrière, j'accumule des points qui vont être transformés en pension à la mesure de mes cotisations. Mais ils ne font pas ça en répartition. Parce qu'en répartition, un, il faut 40 ans pour que ça soit, et deux, j'achète quand même, et deux, il faut
la pension va dépendre du cours des actions l'année où on prend sa pension. Alors, si vous prenez votre pension en 2007, ça marche pas, d'accord? Aucune classe dirigeante est assez absurde pour créer une impasse politique d'une pension qui dépend du cours des actions à l'époque où on la prend. Donc, en aucun cas, la capitalisation d'un programme aux adversaires. Le programme aux adversaires, c'est la répartition capitaliste. C'est-à-dire, j'ai cotisé, j'ai droit. Je n'ai plus droit au salaire. Le salaire, c'est l'attribut de la subordination. J'ai droit au différé de mes cotisations. J'ai droit à récupérer à travers les cotisations des actifs actuels ce que j'ai mis au pot commun quand j'étais moi-même actif. La solidarité intergénérationnelle, c'est exactement la thématique capitaliste. Or, tant qu'on se bat sur la thématique capitaliste, évidemment qu'on perd. Donc, ce que nous avons conquis en 1946, c'est le fait que le salaire soit un attribut de la personne des retraités, et non pas le différé de leur cotisation. Et de la même façon, en 1946, Croizat change complètement les allocations familiales qui étaient le cœur de la Sécu, le cœur de la 55% des prestations sociales en 1945. La Sécu est 1000 caisses et 70 000 salariés qui gèrent la cotisation, c'est pour un truc qui n'existe pas, c'est quand même un peu curieux, d'accord, hein. Et c'est les allocations familiales, c'est une arme de guerre des patrons contre la hausse des salaires. C'est pour ça que la CGTU a toujours été contre. Les associations de fonctionnaires, là où ça s'est créé, dans la fonction publique, à la fin des années 90, 1890. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires étaient les seuls travailleurs pour lesquels il y avait une discussion publique du salaire. Les seuls. Avant l'invention du Code du travail de 1910, il n'y a aucune discussion publique des salaires. Paiement à l'acte. Et la convention collective, c'est 1919. On rappelle du coup les conquis. Les conquis, on récapitule. Les conquis, c'est ils transforment les allocations familiales en salaire des parents. Et c'est pas la sécurité sociale. Ils suppriment tout lien dans les allocations familiales, qui étaient donc une arme de guerre inventée par les patrons pour ne pas augmenter les salaires. On ne les augmentait que pour ceux qui étaient chargés de famille, pas pour les autres. Et ça dépendait de la combativité dans les entreprises. Le Croizat trouve les allocations familiales qui sont le cœur de la Sécu, encore une fois en 1945. Il trouve des cotisations qui vont de 4 à 17% du salaire brut selon les entreprises. 4% c'est le minimum légal depuis 1932. 17% c'est dans les boîtes où on se battit pour des hausses de salaire de 34%. Ah ben non, c'est à moitié seulement. Et puis 17 points de cotisation patronale aux allocations familiales. Si vous battiez pour une hausse de 20%, elle sera 10%. Puis 10 points de cotisation patronale aux allocations familiales. Vous vous battez pour 10%, ce sera 5%. Et puis 5 points de cotisation patronale. C'est une arme de guerre. La sécurité sociale, c'est une arme de guerre des patrons contre les travailleurs. Moi, mon admiration, c'est comment des communistes ont su subvertir cette institution. Je trouve ça admirable quand on sait comment Obama a échoué complètement en matière d'assurance maladie. Nous sommes en matière d'assurance maladie aux USA exactement dans la même situation qu'en 1945 en France en matière de retraite. Vous avez des régimes d'entreprise un peu partout, des régimes de branches, avec des taux différents, d'accord? Et la CFTC, l'autre syndicat, est contre la création du régime général en 1946. Elle se dit, on a déjà tout ce qu'il faut, pourquoi est-ce qu'on veut, etc., etc. Malgré cette existence, les communistes ont été en capacité de faire un régime général avec un taux unique. Ce sera 16% pour les allocations familiales, quelle que soit la boîte, d'accord, et géré par les travailleurs eux-mêmes, d'accord, alors que c'était une gestion patronale jusque-là. Ça a supposé une bataille considérable, absolument considérable. Obama se trouve dans la même situation, il essaye de faire une assurance maladie universelle. Alors qu'à la différence des retraites où c'était universel aux USA, les retraites, mais pas la maladie. La maladie, c'est des régimes de branches ou d'entreprises. Eh bien, les salariés de cette entreprise, ces branches, on dit pas non, on a déjà notre truc, on va pas se battre pour un truc universel qui va peut-être diminuer nos droits, etc. C'est ça que je trouve admirable dans le conquis. Et en août 1946,
Les allocations familiales pour les toucher, qui était donc le cœur de la Sécu, il fallait être sur son poste de travail. Quelqu'un qui était chargé de famille, quelqu'une qui était chargée de famille, mais qui était en congé maladie, en congé de maternité, en longue maladie, au chômage, en retraite, n'avait pas droit aux allocations familiales. Il fallait être sur son poste, puisque c'était une tri de guerre du patron. 3A supprime tout lien entre l'emploi et les allocations familiales. Il en fait un salaire payé par les patrons. Et c'est un salaire qui, dans la loi d'août 46, est de 220 heures pour 2 enfants, 220 heures de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie. C'est-à-dire que c'est un salaire supérieur à celui des ouvriers de la métallurgie qui ne faisait pas 3000 heures par an. Ils en faisaient plus qu'aujourd'hui, mais pas 3000. Donc, quand on regarde les statistiques, dès 47 d'ailleurs, parce qu'on a les statistiques évidemment, les familles ouvrières sont des familles moyennes, 3 enfants, la moitié du salaire n'est pas liée à l'emploi. La moitié du salaire est liée à la personne des parents. Le salaire de la personne. C'est ça. C'est ça que tu proposes de généraliser. Mais que de généraliser, parce que c'est en 46, en même temps, notre ministre communiste Thorez met en place le statut de la fonction publique. Et qu'est-ce qui définit un fonctionnaire? Pourquoi les fonctionnaires ont-ils conservé 100% de leur salaire pendant le confinement? Alors certains ont beaucoup plus travaillé que d'habitude, les soignants bien sûr, mais d'autres ont été dans la même situation que tout le monde, à pas fait grand-chose. Pourquoi ils ont conservé 100% de leur salaire? Parce que nous sommes complètement sortis du paiement à l'acte. Complètement. Quel salaire capitaliste? Nous sommes dans le salaire communiste, le salaire comme attribut de la personne. C'est ça, les conquis de 46. C'est ça que la gauche n'assume pas. Et c'est pour ça qu'elle perd. Merci. Moi, je voudrais t'entendre sur un autre sujet. Est-ce que, Daniel, toi, tu veux prendre la main ou je continue? C'est bon? Je voulais, moi, aborder aussi l'angle de l'écologie, parce que, bon, on a quand même une élévation, une poussée sociétale sur les sujets écologiques. Le communisme, ou en tout cas le mot, alors tu me diras si, voilà, ce que tu en penses et tout, mais le mot, il est associé quelque part, et Marx et Engels, les fondateurs du communisme, y sont pour beaucoup, il est associé à un productivisme. J'ai une petite citation, je ne sais pas si je vous embête avec ça, mais en gros, si on développe nos forces productives, c'est-à-dire si on développe nos capacités à produire de manière plus efficace, eh ben, l'humanité va aller de mieux en mieux. Et malheureusement, le productivisme, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est plus entendable. Et dans les œuvres de Marx, il y a aussi quelque chose, et voire même un peu plus, il y a le contraire qui est spécifique. Et depuis quelques années, voire un peu plus, des dizaines d'années, on a des gens qui s'attachent à trouver en Marx un penseur de l'écologie. On peut citer Paul Philibert, qui est un Français, on peut citer Andreas Malm, on peut citer Kohei Saito, qui est un Japonais, qui a écrit dessus aussi. On a des gens qui écrivent sur Marx, qui serait écologiquement quelqu'un de soutenable. Et donc, comment se positionner? Est-ce que le communisme, et en quoi le communisme dans lequel tu t'inscris est écologique? Et est-ce que le communisme, au sens large, penche plus vers un productivisme ou vers une écologie digne de ce nom? Alors effectivement, Marx bouge entre 1848, il a déjà écrit des choses avant bien sûr, et 1883, il bouge, c'est une pensée en permanence mouvante, et à la fin de sa vie, mais dès le début, puisqu'il pose l'aliénation du travail comme le cœur du capitalisme, dès le début, le progrès des forces productives, ça c'est Staline qui va ensuite inventer le marxisme-léninisme, qui n'a rien à voir avec Marx. Le progrès des forces productives, Marx ne le loue pas du tout comme facteur de progrès. Il montre les contradictions de cette affaire. Mais effectivement, à la fin de sa vie, il va être beaucoup plus ferme sur la critique
de la production de valeur pour la valeur qui caractérise le capitalisme et qui va caractériser le socialisme. D'ailleurs, pour soutenir ton propos, j'aimerais citer Marx sur un livre, une partie du Capital qu'il a écrit donc, plutôt vers la fin de ses écritures. Il dit « La production capitaliste détruit non seulement la santé physique des ouvriers urbains et la vie spirituelle des travailleurs ruraux, mais trouble encore la circulation matérielle entre l'homme et la terre, et la condition naturelle éternelle de la fertilité durable du sol, en rendant de plus en plus difficile la restitution au sol des ingrédients qui lui sont enlevés et usés sous forme d'aliments, de vêtements, etc. Mais en bouleversant les conditions dans lesquelles s'accomplit presque spontanément cette circulation, elle force de la rétablir d'une manière systématique, sous une forme adéquate au développement humain intégral et comme loi régulatrice de la production sociale. En outre, chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps est un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du Nord de l'Amérique par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce processus de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du process de production sociale qu'en sapant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse, la terre et le travail. Voilà, tout est dit, je veux dire. Et nous ne sommes pas là dans un texte anecdotique de Marx, on est au cœur de sa pensée. Encore une fois, Marx a été battu dans le mouvement ouvrier, d'accord? C'est Lassalle et Staline. Alors l'astuce de Staline, c'est de réclamer de Marx. D'avoir inventé ce marxisme-léninisme qui n'a pas grand-chose à voir avec Marx. Du coup, c'est ça le point, hein. En posant l'exploitation et non pas l'aliénation comme le cœur du capitalisme, tout l'enjeu du mouvement ouvrier, et je suis extrêmement admiratif des conquis de ce mouvement, hein. Lorsque je parle de la conquête du salaire comme droit de la personne à la place du paiement à l'acte, c'est un conquis inouï, qui concerne quand même le tiers des plus de 18 ans aujourd'hui. Le tiers des plus de 18 ans ont un salaire lié à leur personne, et non pas à leur performance sur le marché du travail ou sur le marché des biens et services. Le tiers. 17 millions ont un salaire qui est un attribut de leur personne. Les 6 millions de fonctionnaires, la moitié, un peu plus de la moitié des 17 millions de retraités, des hommes essentiellement, merci Madame Simone Veil, qui a fait passer le calcul de la pension des 10 aux 25 meilleures années, ce qui a fait s'effondrer la pension des femmes. La domination masculine dans l'ordre domestique fait que les carrières des femmes sont beaucoup plus discontinues que celles des hommes. Si vous passez de 10 à 25 ans dans le calcul du salaire de référence pour les hommes, ça a des effets négatifs, mais pour les femmes, alors ça a des effets monstrueux. C'est bien qu'aujourd'hui, les femmes ont un salaire inférieur de 27% à celui des hommes et une pension inférieure de 40% à celle des hommes. Merci Madame Simone Veil, enterrée au Panthéon pour son féminisme. Et donc, pas que pour ça, pour Ravensbrück aussi, enfin, je ne veux pas caricaturer non plus, et puis pour la loi sur l'avortement, évidemment. Et comme le dit Marx, quand l'histoire se répète, la deuxième fois, c'est sur le mode de la farce. Simone Veil, ministre de l'avortement à 84 chapeaux, ministre des Affaires sociales à 94, 95, 96, c'est une horreur, d'accord? C'est une des pires ministres que nous ayons eues. Nous sommes un répétita qui est sur le mode de la farce. Et donc, sous baladure, mon petit polémique avec Simone Veil fait que j'ai oublié ce que j'étais en train de raconter. C'est peut-être mieux, finalement. Environnement, comme tu veux. Environnement, oui, productivisme. Oui. Cet idéal socialiste qui marque la gauche syndicale et la gauche politique. Je ne mets pas le Parti socialiste dans la gauche, hein. Je mets le LPA et les filles Parti communiste. Et puis les ANAR. Bon, voilà, en gros, la CNT, la FSU, la CGT et Solidaire. Voilà les organisations socialistes que nous avons. Ensuite, vous avez des gens de droite, mais qui sont acquis en socialistes, qui sont bien connus, là, d'accord.
Mais c'est donc ce qu'on appelle la gauche radicale que je mets en cause, hein, et les socialistes. C'est-à-dire que les conquis énormes du salaire à la qualification personnelle, du salaire comme droit de la personne, n'ont pas été vus, puisqu'il ne va pas y avoir d'îlot de communisme dans le capitalisme. Nous sommes solidaires de victimes, nous ne sommes pas au service de vainqueurs. C'est dramatique, d'accord. Quand on a renoncé à être révolutionnaire, on devient solidaire de victimes, bien sûr. Donc, non seulement elle ne l'a pas vu, mais elle s'en est foutue complètement. C'est-à-dire que la maîtrise du travail n'est pas du tout à l'objectif des organisations de classe des travailleurs. Pas du tout. Les organisations de classe des travailleurs, elles gèrent la souffrance au travail. Mais dès qu'on parle de souffrance au travail, pour moi, le concept de souffrance au travail est aussi dégueulasse que l'hystérie féminine, vous voyez ? Trouble de la ménopause. Des trucs qui psychomédicalisent des rapports sociaux. Souffrance au travail. Qui en plus naturalise le fait, ah ben le travail, ben oui, c'est source de souffrance. C'est normal. Ça sert à ça. Ça sert à mériter de gagner sa vie par son travail. Ça sert à la valeur travail, nom de Dieu. Je mérite de gagner ma vie par mon travail. Je suis fier de mériter de gagner ma vie. Quelqu'un qui est fier de mériter de gagner sa vie par son travail, c'est quelqu'un qui n'est pas fier de son travail, précisément. Moins on est fier de son travail, plus on est fier de gagner sa vie par son travail. C'est terrible. Et plus on dit ces assistés, là, qui ne se soumettent pas à la souffrance au travail. Ces migrants! Et on vote Rassemblement national, bien sûr. Le Rassemblement national repose sur la méritocratie du travail. C'est ça son idéologie. Je suis volé par des parasites. Alors quand il arrive au pouvoir, les parasites d'en haut disparaissent. Les parasites d'en haut, c'est la banque juive cosmopolite. D'accord ? Ils disparaissent toujours quand le Front National, quand l'extrême droite arrive au pouvoir. Et puis les parasites d'en bas, là, c'est les assistés, c'est les fonctionnaires, puisque les fonctionnaires sont aussi assistés, ils vivent de l'impôt ponctionné sur le travail de ceux qui se font chier au boulot et qui foutent rien, en plus les fonctionnaires. C'est comme ça que progressivement s'invente une idéologie. Si à cette idéologie-là qui repose sur la méritocratie du travail, vous répondez, vous êtes dégueulasse, vous êtes raciste, et vous perdez votre temps. Il faut répondre à cette méritocratie du travail en disant, mais non, le travail n'est pas source de mérite. Le travail est source de bonheur dès lors que c'est nous qui en décidons et dès lors que, effectivement, nous nous battons contre la disqualification de tous les savoirs populaires entamés depuis les années 60 en matière de production alimentaire, en matière de construction vernaculaire, en matière de transport, etc. Dans les années 50-60, vous avez une disqualification de tous les savoirs populaires qui étaient, eux, très sensibles justement au caractère complètement non instrumentable du vivant. Et nous avons inventé des technologies d'instrumentation du vivant qui font mourir, comme le dit très justement Marx, qui font mourir le sol, qui font mourir, etc. Et bien sûr que tant que nous nous battons, et encore une fois c'est une bataille, moi j'ai passé 50 ans de ma vie à la lire et j'ai une admiration sans borne pour ceux qui l'ont mené. Inventer le salaire comme droit de la personne, c'est inouï, inouï. Sauf que ce salaire inventé comme droit de la personne n'a pas été mis au service d'un changement du travail. N'a pas été mis au service d'un travail qui soit du co-engendrement avec les vivants autres qu'humains.
n'a pas été au service d'un travail qui soit la construction d'une humanité unique, et non pas divisée. Parce que l'exploitation et l'aliénation du travail, surtout son aliénation, suppose une division permanente des travailleurs à l'échelle internationale. Et dans la tradition, regardez comment il est aujourd'hui très difficile de mener le débat sur la colonisation d'Israël en Palestine, parce que nous sommes un peuple colonial dans lequel la gauche, y compris le Parti communiste, mon parti, n'a pas tiré toutes les leçons de nos affects coloniaux. Pas du tout. Nous continuons à ne pas poser la nécessité de travailler. Je renvoie à des travaux récents qui mobilisent Simone Veil avec un V, pas avec un W, la philosophe, l'enracinement. Des travaux qui ne s'inscrivent pas dans une chaîne de valeurs internationale, dont on sait, encore une fois, le mot est magnifique. Voilà. On est enchaîné, la chaîne de valeurs. Ah ouais. Alors on est censé tirer gloire d'être dans la chaîne de valeurs. La chaîne de valeurs internationale, quand on sait ce que c'est que les travailleurs du CLIC qui sont en train de faire l'IA, d'accord, comment nous avons des conditions totalement esclavagistes, d'un travail totalement aliéné dans les pays du Sud, on ne veut pas le savoir. On ne pose pas ça comme le cœur de la bataille. C'est pas le cœur de la bataille. Le cœur de la bataille, c'est une meilleure répartition de la valeur par une bonne fiscalité qui va prendre sur les super profits pour faire des voitures électriques. Parce que les voitures électriques, c'est de l'atome. Et que l'atome, c'est décarboné. On gomme tout ça, mais il y en a ras-le-bol, d'accord? Tellement nous acceptons, tellement la culture coloniale est enracinée chez nous. Alors j'aimerais juste, avant de poser ma question, rassurer les personnes qui pourraient se dire qu'elles ne comprennent pas tout, moi non plus. Mais c'est très intéressant de pouvoir, je trouve, t'entendre parce que tu donnes de la nourriture à tout le monde. Et d'acheter les bouquins après pour comprendre. Je trouve ça intéressant que tu donnes de la nourriture à tout le monde. Les personnes qui s'y connaissent beaucoup plus peuvent avoir beaucoup plus de précision dans ce que tu racontes, et puis des personnes qui découvrent, tu apportes des idées fortes qui sont claires, qu'on a tous et tout entendu quelque part et qui viennent nous questionner. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant en te venir ici, c'est que tu viens questionner des choses, des mots d'ordre qui nous paraissent naturels en tant que personne qui s'engage. Et moi, je me suis toujours pris un peu des claques en t'écoutant, en disant « Ah oui, c'est vrai, je défendais ça, mais est-ce que c'était la bonne idée de défendre ça ?» Donc voilà, je ne sais pas si ça vous fait un peu les mêmes choses, mais moi, je trouve ça toujours intéressant de se remettre en questionnement sur c'est quoi les mots d'ordre qu'on défend, est-ce que je suis vraiment au service d'une vraie transformation de la société ou pas. Et je trouve que ce que tu apportes, ça va vraiment dans ce sens de ce questionnement. Et c'est important ici. Ce que moi, je voulais te demander, c'est du coup, est-ce que pour toi, vu que ton bouquin s'appelle « Le communisme qui vient », est-ce que pour toi on est en bonne voie pour créer ce communisme? Si on ne veut pas l'appeler comme ça, appelons pas comme ça, peu importe. Mais est-ce que pour toi on est en bonne voie? Est-ce que tu vois des forces à l'œuvre au sein de la population qui vont dans la direction qui le permet? Comment toi tu analyses tout ça? Oui, bien sûr. Bernard Vasseur et moi, nous sommes très optimistes. Très optimistes. Et si nous rappelons notre bouquin « Le communisme qui vient », alors que toute l'ambiance dit « le fascisme qui vient », c'est pas pour rien, d'accord? C'est parce que nous sommes témoins d'une effervescence communiste considérable. Négativement, jamais il n'y a eu si peu d'adhésion au travail tel que le capitalisme l'organise. Moi, je vois dans les années 50, moi j'étais dans un tout petit village vosgien. Il faut voir comment les paysans, mais ils ont complètement, avec la GAC en particulier, ont complètement adhéré. Alors ils sont très contre le remembrement, d'accord, mais ils ont entièrement
Moi, j'ai vécu toute mon enfance sans tracteur, sans rien de tout ça. Le premier outil que j'ai vu, en 57, 58 peut-être, c'était des trucs qui n'ont pas duré longtemps, où par de la vapeur, on envoyait le foin dans les greniers. On ne plus avoir je ne sais pas comment on a appelé ce truc-là, ça a disparu très vite. Moi, j'ai vécu une enfance sans un bruit de moteur. Il y avait les jurons. Nom de Dieu, de bon Dieu! Alors là, il y a 20 dieux. D'ailleurs, il n'y a pas les 20, parce que la seule, c'est que tu ne dis pas quand même. C'était les seuls bruits que j'entendais, moi, dans mon enfance. Hein. Et puis les crottins des vaches, etc. Bon, c'était des bruits, il n'y avait aucun bruit de moteur. Bon, vous avez eu une adhésion absolue au truc. Accepter la disqualification dont on était pourtant l'objet. Il faut voir comment c'est. Bon. Mais aujourd'hui, on est aux antipodes du truc. Jamais il n'y a eu aussi peu d'adhésion au travail tel que le capitalisme l'organise. Or, la source du pouvoir d'une classe dirigeante, c'est le travail. Et donc, c'est en tant que travailleurs que nous sommes puissants. Alors, tout dans notre socialisation est fait pour nous poser comme impuissants au travail. Absolument tout. Hein? Mais en fait, c'est nous qui faisons le boulot. Moi, je suis de temps en temps invité dans des lycées. Je me trouve dans la salle des profs et le prof de je sais pas quoi, 4e d'histoire géo me dit: tu vois Bernard, regarde le manuel. Sous totalitarisme, à gauche, fascisme, à droite, communisme. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Pourquoi tu l'enseignes? Oh, je n'enseigne pas complètement, je triche. Mais pourquoi tu triches? Pourquoi est-ce que tu actes? C'est toi qui fais le boulot. S'il n'y avait pas de prof pour faire les programmes, il n'y aurait rien. D'accord? Tu as un statut en plus où ton salaire est un attribut de ta personne, pas de ton contrat de travail. C'est pas ton contrat qui décide de tes droits. D'ailleurs, tu n'as pas de contrat comme enseignant. Tu es nommé. Pourquoi est-ce que collectivement, avec la FSU solidaire et la STG Éducation, vous ne décidez pas de définir vous-même les programmes plutôt que de les faire, de vous faire imposer, comme ça s'est fait en 2019 par Blanquer, des programmes à la con, avec lesquels vous trichez comme des cons, en souffrant au travail en plus, comme des cons. D'accord? C'est ça, l'enjeu de classe, c'est de conquérir le pouvoir sur le travail. C'est ça la source de notre pouvoir. Or, je n'ai jamais vu autant de personnes qui n'adhèrent plus au travail qu'ils y font. Alors ils vont au boulot en souffrant. C'est ça qui est très dangereux. Hein. C'est pour ça que je me bats contre la souffrance au travail. Cette psychomédicalisation d'un truc, d'une violence sociale, je me bats avec énergie, bien sûr. Hein. Mais et tous ces syndicats qui gèrent la souffrance au travail, enfin, c'est terrible tout ça, hein, bien sûr. Et par ailleurs, tu parlais d'Exit, bon, c'est le truc d'Exit Voice, Loyalty, jamais il n'y a eu autant, et il y en a dans cette salle à coup sûr, de personnes qui sont décidées à ne travailler que selon déontologie. Qu'est-ce que c'est qu'un communiste? C'est quelqu'un qui travaille selon sa déontologie. Point. Et qui du coup sont dans l'exit. Qui du coup n'entrent pas dans la fonction publique. Qui du coup quittent les entreprises ou refusent de s'y faire nommer, etc., etc. Ces dissidents, il n'y en a jamais eu autant. Jamais. Dans ma génération, il n'y a pas de dissidents. Donc, ça invente par ailleurs, dans le milieu associatif, dans des milieux comme ici, un mode horizontal de délibération qui est au cœur du communisme. Si nous voulons décider au travail, encore faut-il que nous ayons des modes de délibération qui ne sont pas ceux des syndicats ou des partis politiques. Ce sont des institutions totalement verticales. Il faut des modes de délibération tout autre qui s'inventent. Vous avez des tas de lieux où s'inventent des modes de délibération nouveaux. Jamais le communisme n'a été autant à l'œuvre qu'aujourd'hui.
Super Bernard. On va faire la dernière question. Et puis après, on fera une petite mise en situation. Oui, on t'a invité ici en tant que personne publique, mais je crois que, et tu t'en caches pas, dans la sphère privée, tu t'annonces comme tu es de culture catholique, croyant. Moi, j'avais une question sur ça, parce que les chrétiens, ça va de Pierre-Édouard Sterrin, là, qui s'est illustré récemment, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais ça va jusqu'à des gens comme Ivan Illich, voilà, mais ça ratisse large. Et il y a une grosse tradition de catholicisme social, on l'a vu avec le dernier pape, même celui qui est actuel, qui ont des phrases sur lesquelles on pourrait être facilement en résonance. Je voulais savoir si pour toi, communisme rime, ou en tout cas sonne comme communion. Est-ce que les deux peuvent aller de pair? En tout cas, chez moi, oui. Je ne peux pas faire la théorie de la chose. J'ai pas assez travaillé aussi bien dans la réflexion sur le communisme que dans la théologie chrétienne pour pouvoir élaborer des choses très, très théoriques sur la question. Ce que je constate dans ma propre existence, c'est pour moi la foi chrétienne, c'est l'absolu de l'autre. Si Dieu se fait homme en Jésus-Christ, ça veut dire que l'absolu de Dieu, c'est l'autre. C'est tout autre. Et dans l'autre, il faut aussi mettre donc toute l'humanité, bien sûr, et tous les vivants non humains, d'accord? C'est cet absolu-là. Alors que le capitalisme et le socialisme, qui sont encore une fois des cousins germains, instrumentent, comme tu le rappelais dans le texte magnifique de Marx, et les humains, et lui dit la nature, ça, quand il faut qu'on se débarrasse, ça, parce que la nature, c'est une façon précisément de disqualifier les autres qu'humains, qu'on va d'ailleurs appeler les non-humains. Non, bien sûr, ce sont des autres qu'humains. Et le Christ m'offre, à travers sa mise à mort et sa résurrection, assume le tragique. C'est pas la négation du tragique dans une espèce de truc, tous unis, tous frères, d'accord, le communisme, tel que l'entend mon parti, tous unis, tous frères, plus de valeur, plus de travail, plus de monnaie, plus rien, pêcheur le matin, poète le soir, enfin des conneries, quoi, d'accord. Et donc, non, pas du tout, tragique, un tragique vaincu, c'est ça, un tragique vaincu. Et un tragique vaincu dans l'absolu de l'autre, dans le fait de poser l'autre comme un absolu. C'est absolument magnifique. Merci. Merci beaucoup. Il est quasiment 10h. Bernard Friot, suite à son travail, je crois que c'est suite à son travail, mais peut-être que a donné, des personnes se sont réunies pour créer une association qui s'appelle Réseau Salaria. Cette association, comme l'a rappelé Bernard, travaille depuis, je ne sais pas exactement combien de temps. 2012. Depuis 2012, à créer des concepts de sécurité sociale, de culture, de sécurité sociale, de l'habitat, de sécurité sociale, de l'alimentation. Oui, c'est la star, c'est plus de l'alimentation. Et travaille aussi à théoriser, et c'est très prolifique. Je vous invite à aller vous faire un tour sur leur site, Réseau Salaria. Et je voulais savoir si ce soir, il y avait des gens de Réseau Salaria qui aimeraient présenter l'assaut. Je ne sais pas s'il y en a qui sont venus ou pas.
peut-être, je crois que Jérémy, tu te sentirais de faire ça ou tu... Je crois que c'est toi, Jérémy. Ouais, non, mais mieux que Bernard le fasse. D'accord. Ok. Bah, alors, on va faire la dernière partie sur ça, sur le réseau salariat, pour encore 15-20 minutes. Et après, il sera le temps de se dire au revoir. Le but, c'est de parler de réseau salariat un petit peu, et puis peut-être de se mettre dans le bain de ce que serait qu'une société où le salaire à vie, ou en tout cas la qualification personnelle, serait étendu. Qu'est-ce que ça donnerait? Et peut-être qu'on peut faire quelque chose de commun à ça. Commun, c'est tout le thème, non? Collectif, commun. Moi j'aime bien commun. Tu vois. Voilà. Donc peut-être d'abord le réseau salariat et après on met en perspective. Question. Quand même, ça travaille depuis un moment. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le nom je sais plus. Pas revenu universel. Revenu de base. Non. Ça y est, je l'avais et je l'ai plus. Revenu socialisé. Non, c'est pas revenu. Salaire RSA, Non, salaire universel ou pas? C'est pas salaire, justement, c'est pas salaire. C'est pas salaire, d'accord. Alors c'est peut-être revenu universel, hein. Il me semblait que c'était un autre mot. La question, parce c'est- que sur le mot salaire, il y a La question c'est pourquoi on appelle ça salaire à vie et pas revenu universel ou quelque chose, c'est ça? ce revenu-là. Je vais le répéter pour qu'ils entendent bien. Alors, ce qui est de commun aux propositions de revenu universel et de salaire universel, c'est l'inconditionnalité. C'est un droit de la personne. Alors, à sa naissance dans le revenu universel, lorsqu'il devient majeur, lorsque cette personne devient majeure, dans le salaire universel. La différence entre revenu et salaire s'exprime dans les mots eux-mêmes. Hein. Pourquoi est-ce que la proposition n'est pas d'attribuer un revenu à toute personne à sa naissance? Parce que le salaire exprime notre responsabilité sur le travail, exprime notre responsabilité sur la production. Si nous assumons le salaire comme droit de la personne, qui nous met en situation de décider au travail. Une assumption qui ne se fait pas, pour le moment, majoritairement, qui se fait dans les marges, qui se fait aussi dans certains syndicats, hein, et qui vont être extrêmement combattus. Hein. Prenez la façon dont les électriciens et gaziers de Paris, par exemple, de la CGT, ont, pendant la bagarre sur les retraites, décidé à qui ils ôtaient le courant et à qui ils le mettaient, d'accord? Ils ont par exemple supprimé toutes les personnes qui voyaient leur courant pour dette supprimé. Au contraire, ils ont continué à mettre le courant. Ils ont supprimé le courant pour certaines initiatives du type Chose France ou je ne sais trop quelle connerie à la Macron. Et donc là, ils ont été très fermement combattus. Parce que maintenant, ils prennent le pouvoir sur le travail. Et que la classe dirigeante, que sa vulnérabilité, c'est que les travailleurs prennent le pouvoir sur leur travail. Et donc, le revenu universel nous pose comme des êtres de besoin, qui avons droit à du pouvoir d'achat. Il nous définit d'abord par un accès normal à la consommation. Le salaire, il nous définit comme des êtres créateurs, qui sommes aliénés si nous revenons au paiement à l'acte. Hein. Et Dieu sait si toute l'économie de plateforme, c'est le retour au paiement à l'acte. Nous avons aujourd'hui un retour massif au paiement à l'acte. Quand je dis paiement à l'acte, je ne parle pas du paiement à l'acte des praticiens de santé qui sont conventionnés par l'assurance maladie. En fait, nous ne sommes pas dans un marché du travail, hein, pas du tout. Hein. Beaucoup d'ailleurs. Hein, par exemple, dans les déjà là communistes que je trouve formidables, ce sont ces maisons médicales dans lesquelles des praticiens hospitaliers qui en ont marre
de devoir faire des protocoles plutôt que de la clinique, hein, ce quimposent les gestionnaires hein, pour faire face au déficit. Et puis le T2A qui a fait des saloperies inouïes, bien sûr. Des psychologues, des aides-soignants, etc., des infirmiers qui n'en peuvent plus de travailler dans les EHPAD, qui deviennent libéraux, dans une maison de santé dont ils n'ont pas la propriété de l'outil. C'est une collectivité publique qui est propriétaire de l'outil, ils ne s'emmerdent pas à gérer l'outil, ce qui est très important, mais dont ils ont la propriété d'usage de l'outil. Et qui convertissent les actes qu'ils ont de l'assurance maladie, mais s'il n'y avait pas assurance maladie, ce serait impossible. Donc l'assurance maladie est extrêmement positive, qui convertissent les actes en salaire, pour avoir un statut de salarié. Il y a même des maisons de santé où les salaires sont égaux. Ça existe à Grenoble. Tout ça, pour moi, ça me paraît très porteur d'avenir. Nous avons des personnes qui sont décidées à ne travailler que selon leur déontologie, qui quittent des lieux où c'est impossible. Alors, je regrette, surtout s'il s'agit de fonctionnaires, de PHQT fonctionnaires, je regrette qu'ils ne se soient pas collectivement organisés pour mettre sur la touche les gestionnaires qui leur imposent des protocoles, d'accord? Et puis mettre sur la touche les enseignants qu'à l'université, aujourd'hui, enseignent une médecine dans laquelle la clinique a disparu. Mais donc il y a une responsabilité, évidemment, dans cet exit, une responsabilité de démission par rapport au lieu décisif qui est le CHU, bien sûr. Mais en même temps, c'est admirable comme situation. Là, vous voyez, vous avez des salaires qui expriment une responsabilité. C'est pour ça que ça ne peut être qu'un enrichissement de la citoyenneté à 18 ans. Mettre la responsabilité de la production au cœur de la citoyenneté. Alors que la politique s'arrête à la porte des services publics et des entreprises aujourd'hui. Il faut au contraire que ce soit le lieu par excellence de la politique. C'est en ce sens-là que le revenu universel manque sa cible, parce finalement, il nous assume sur le mode capitaliste. Nous avons des besoins, c'est normal que ces besoins doivent être satisfaits. Chacun doit avoir un revenu de sa naissance à sa mort. Le capitalisme peut s'accommoder du truc. En revanche, le capitaliste ni le socialiste ne peuvent s'accommoder de travailleurs qui ont un salaire comme attribut de la personne et qui l'utilisent collectivement pour décider au travail. Alors, puisque tu as commencé à définir ce que c'est le salaire à vie, et qu'il ne me semble pas qu'avant on ait trop abordé profondément le sujet, j'ai bien envie de te proposer, te reproposer le jeu du début, mais avec 4 minutes. Et qu'en 4 minutes, tu nous racontes tout ce qui est selon toi important à savoir pour comprendre ce que c'est le salaire à vie, comment ça fonctionnerait, et comment est-ce que ça peut se mettre en place. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est pas une utopie, que c'est concrètement quelque chose qu'on peut mettre en place aujourd'hui sans le décider. En 4 minutes. C'est bon pour toi? Oui, super. Bien sûr. Alors, ce qu'est le salaire à vie, comment le mettre en place? Ce qu'est le salaire à vie, c'est un attribut de citoyenneté. C'est d'enrichir la citoyenneté. Je reprends Marx, hein. L'astuce de la bourgeoisie, qu'elle soit socialiste ou capitaliste, l'astuce c'est de tenir fermement le lieu de travail, mais de nous laisser parfaitement libres d'être anticapitalistes, socialistes, communistes, tout ça, ils s'en foutent. Vraiment. Au contraire, ils posent en vitrine la démocratie. Dès lors que le travail est exclu de la politique. Or, il s'agit d'enrichir la citoyenneté. D'enrichir la citoyenneté de la souveraineté sur... Alors, le mot souveraineté, il vaut ce qu'il vaut, enfin, de la décision du travail par tous les citoyens. Par citoyen, donc, il s'agit qu'à 18 ans, si c'est l'âge légal, à 18 ans, chacun devient titulaire de 3 droits. 1. Le premier niveau de qualification, donc les 1800 € du SMIC revendiqué, pour tout le monde. Ça suppose une toute autre école. Hein.
Si vous bazardez 1800 € à tous les 18 ans, encore faut-il qu'ils aient été formés à la responsabilité. Le mot central du communisme, c'est responsabilité. C'est le mot central. Responsabilité. Ils ont été formés, il faut les former à la responsabilité collective. L'école ne forme pas du tout à la responsabilité collective. Elle forme à la compétition sur le marché du travail, choisir les bonnes filières, etc., etc. Donc ça suppose évidemment une toute autre école. Deuxième droit, et la possibilité, alors un réseau salariat, pour des raisons qu'il faudrait qu'on explique, nous sommes favorables majoritairement, pas tous, certains sont avec de très bonnes raisons contre, à une hiérarchie des salaires de 1 à 3, qui reprend en gros le rapport interdécile des conventions collectives et du statut de la fonction publique. Le rapport interdécile, c'est 10%, le salaire moyen des 10% les moins payés et le salaire moyen des 10% les mieux payés, qu'on compare. Il est de 1 à 2,5 dans la fonction publique, et il est de 1 à 3 dans les conventions collectives les mieux négociées. Donc nous, on propose un salaire maximum de 5 000 € par mois. Pas les 36 000 € de la NUPES ou du LFP, d'accord, qui propose une hiérarchie de 1 à 20. Hein. C'est indécent, d'accord, bien sûr. De 1 à 3. Pourquoi? Alors, il est clair que dès qu'il y a hiérarchie, il y aura discrimination. Discrimination de genre et discrimination de race. C'est pour ça que beaucoup, à réseau salariat, préconisent un salaire unique. Pourquoi est-ce que moi je suis pour un salaire de 1 à 3? 1 à 3, pas de 1 à 20, on va laisser ça aux imbéciles, d'accord? De 1 à 3, c'est parce que notre sens de la responsabilité vis-à-vis de la production du bien commun n'est pas suffisant pour que nos trajectoires individuelles correspondent aux besoins sociaux. On va avoir 300 journalistes sportifs et puis 3 aides-soignants, d'accord? Donc, encore que les aides-soignants sont le métier qui aime le mieux son métier. C'est la profession qui aime le mieux son métier, les aides-soignants, je le signale, actuellement. Donc, pour que les besoins sociaux soient assumés dans la liberté des trajectoires que met le salaire comme droit politique, il faut que monte plus vite en qualification, qu'il y ait une qualification, une hiérarchie de qualification de 1 à 3, et que monte plus vite en qualification tous ceux qui choisissent des métiers correspondant à des besoins sociaux non choisis spontanément. Et ça va l'inverser la hiérarchie, globalement, par rapport à la hiérarchie actuelle. Comment on y arrive à ce salaire? Eh bien, en l'expérimentant dans des sécurités sociales sectorielles. D'accord? Sécurité sociale de l'alimentation, sécurité sociale de la culture. Vous avez des bouquins de réseau salariat et des textes sur le site, comme tu l'as signalé, tout à fait intéressants, qui s'inspirent de la création de la fonction publique hospitalière et du conventionnement des libéraux en matière de soins dans les années 60. Et qui disent, mais actualisons-le, faisons-le dans toutes les professions, nous pouvons, mais à condition que ce salaire à la qualification personnelle soit au service d'un changement du travail. Hein. Le travail comme co-engendrement des vivants, qu'ils soient humains ou autres qu'humains. Bon. Et que cette citoyenneté soit le fait de tout résident sur le territoire national. Ce n'est pas du tout une citoyenneté liée à la nationalité. Il faut absolument supprimer le lien entre citoyenneté et nationalité, bien sûr. Tout résident sur le territoire national doit, de 18 ans à sa mort, être titulaire d'un salaire qui exprime sa responsabilité en matière de co-engendrement de la production entre humains et autres qu'humains. Merci beaucoup pour ce début d'explication. Pour toutes les personnes qui s'intéressent à aller plus loin, il y a plein de vidéos sur Internet. Il y a le bouquin, bien sûr, qui va très en détail. Il y a plein de vidéos qui permettent de bien appréhender ce que c'est le salaire à vie. Notamment celle des Lucide Média, faite avec Olivier Burrier, qui est parfaite pour ça. Avec Olivier Burrier, comment? Et Lucide. Et Lucide. Ok. Bon, vous savez qu'on avait... Mais il y en a d'autres qui sont très bien. Sur Blast, avec Salomé Saclay, par exemple, ou le bouquin avec... il y a des passeuses remarquables, hein, je pense à Judith Bernard, le bouquin qu'on a écrit ensemble sur la base des entretiens qu'elle avait passés avec moi à hors-série. Ça s'appelle Un désir de communiste, que vous avez là ce soir à votre disposition aussi. Ok, merci.
Donc là, ce soir, pour nous, le but, c'était vraiment des rencontres avec Bernard Friot, c'est-à-dire un espace où il n'y a pas forcément d'écran pour les personnes qui l'avaient vu sur les écrans, mais une vraie rencontre pour qu'on puisse mieux comprendre ton travail, qui tu es, qu'est-ce qui t'anime dans ton engagement. Et c'est vrai qu'on voulait faire ce moment avec Réseau Salariat, mais j'ai plutôt envie de dire on va prendre 1, 2, 3 questions grand maximum avant de finir la soirée. Mais avant ça, parce que je sais qu'en général les personnes qui s'intéressent à ces sujets arrivent avec des questions avant. Vous avez juste un temps pour laisser retomber un peu tout ce qui s'est dit jusqu'à présent, essayer d'intégrer un peu et voir s'il y a vraiment une question qui émerge là, à laquelle vous aimeriez que collectivement on ait une réponse ce soir. Donc juste voilà, quelques secondes pour laisser retomber un peu tout ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, et ensuite, si vous avez envie de prendre la parole pour poser une question, c'est très bon. Et comme ça on entend le vent.